craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. On va passer 1 heure ensemble pour bien se réveiller et se préparer pour cette nouvelle journée qui s'annonce pour nous. Il est actuellement 7 heures passées de 1 minute et je vous accompagnerai jusqu'à 8 heures. Dans un premier temps, il y aura les actualités locales, la météo, l'infotrafic, puis Camille et son invité nous parleront de l'exposition Regard d'ici et d'ailleurs. Et dans un deuxième temps, il y aura la chronique Éco-Geste du mardi, l'agenda sortie et la découverte Ferrarock, le groupe Garcia Faune. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, le HAC et le réseau LIA organisent une collecte de jouets au profit du Secours populaire. Du 25 novembre au 8 décembre, le HAC s'associe au réseau de transport en commun LIA pour collecter des jouets neufs et d'occasion. L'objectif, remplir un bus à destination du Secours populaire qui redistribuera les cadeaux aux enfants qu'elle accompagne. Il n'est pas jouable qu'un enfant ne soit pas gâté à Noël. Si la misère gagne du terrain, nous pouvons tous faire quelque chose à notre échelle. Le HAC, qui soutient de longue date le Secours populaire, s'associe à son partenaire LIA pour organiser une collecte de jouets qui seront distribués aux enfants accompagnés par l'association caritative du lundi 25 novembre au dimanche 8 décembre 2024. Vous pouvez déposer des jouets neufs ou d'occasion en divers points de collecte dans les boutiques du HAC au Stade Océane à l'espace Coty et le dimanche 15 décembre directement au Stade Océane à l'occasion du match de Noël HAC RC Strasbourg. Dans les agences LIA aussi à la boutique rue René Coty, la station 1 cours Lafayette, LIA Vélo 189 rue de Paris. L'objectif est de remplir un bus de jouets qui seront livrés à l'antenne havraise du Secours populaire. Le Havre, qui étaient les enfants du Paléolithique. Le Muséum d'Histoire Naturelle propose une conférence gratuite sur qui étaient les enfants du Paléolithique lundi 2 décembre au Conservatoire. La toute dernière conférence du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre pour l'année 2024 va porter sur un thème peu évoqué en archéologie, l'enfance. Qui étaient les enfants qui vivaient lors de la dernière période glaciaire en Europe? À quoi jouaient-ils? Quelle était leur place dans les groupes de chasseuses et chasseurs-collecteurs nomades? Comment apprenaient-ils les gestes indispensables à leur survie? Pedro Lima a retrouvé la trace de ces enfants de l'âge de glace, longtemps oubliés de la science en préhistoire, les outils qu'ils apprenaient à tailler, les figurines qu'ils manipulaient, les grottes qu'ils fréquentaient en compagnie des adultes. On chemine à leur côté entre moins 40 000 et moins 12 000 ans, de Chauvet à Lascaux et de campements en halte de chasse. On partage leur joie, leur rire, mais aussi leur peur face aux redoutables prédateurs carnivores. On découvre leur rôle dans la collecte de ressources, la chasse, la pêche et la préparation des repas. On apprend aussi que de nombreuses grottes fréquentées par des enfants au Paléolithique seront redécouvertes des millénaires plus tard par d'autres enfants et adolescents curieux et intrépides, comme un trait d'union à travers les âges. Donc je vous rappelle que cette conférence L'enfance de l'humanité, qui étaient les enfants du Paléolithique, c'est avec Pedro Lima, lundi 2 décembre à 18h30 au Conservatoire de musique Arthur Honegger, 70 cours de la République au Havre. C'est gratuit dans la limite des places disponibles, tout public à partir de 8 ans, inscription sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle. À Montivilliers, une exposition et une soirée spectacle contre les violences faites aux femmes. En parallèle de la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui a lieu le 25 novembre 2024, la ville
de Montivilliers organise plusieurs événements de prévention et de sensibilisation. La ville de Montivilliers multiplie les actions en lien avec la journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre. En amont de cette journée, les équipes de la ville et le CCAS ont distribué dans les boulangeries des sacs à pain comportant un violentomètre pour mesurer le degré de violence dans un couple à partir d'exemples concrets du quotidien, ainsi que des flyers avec les numéros utiles à appeler lorsque l'on est victime ou témoin de violence. L'hôtel de ville, le CCAS, le centre social Jean Moulin, la mission locale, la MISC, la Maison des Femmes, les collèges et le lycée de Montivilliers accueillent d'ailleurs une exposition du lundi 25 au vendredi 29 novembre. Elle est composée d'affiches réalisées par des jeunes sur le thème Amour, amitié et toi tu vois quoi pour demain, accompagnée par des associations AFFD et Havre 76. Vendredi 29 novembre à 20h, une soirée spéciale spectacle débat est organisée au cinéma Les Arts avec la compagnie Les Improbables pour sensibiliser les collégiens et lycéens en relation filles-garçons. Une vidéo réalisée par les jeunes du service éducation enfance jeunesse sera également diffusée lors de cette soirée. Près du Havre, Biosynergie, centrale pionnière d'énergie renouvelable et de récupération. C'est une centrale énergétique pionnière qui a été inaugurée au vendredi 22 novembre 2024 à Gonfreville-Lorcher. Via la récupération et la combustion du déchet, Biosynergie produit une énergie renouvelable qui alimentera notamment le réseau de chaleur urbain du Havre Sud. Parmi plusieurs moniteurs de contrôle, un écran montre le four où sont brûlés en temps réel à 1000 degrés des déchets, plus précisément du combustible solide de récupération, CSR, un combustible écologique préparé à partir de déchets industriels et commerciaux non dangereux, ensuite associés à des déchets de bois non recyclables, par exemple issus de vieux meubles. Situé au cœur de la zone d'activité industrielle du Grand Port du Havre, à Ropaport à Gonfreville-Lorcher, Biosynergie est en activité continue depuis fin octobre 2024 avec une capacité annuelle de valorisation de 90 000 tonnes de déchets. L'installation générera 300 millions mégawattheures d'énergie par an qui permettront de couvrir 70% des besoins du réseau de chaleur urbain du Havre Sud actuellement en chantier. D'ici 2 ans, 24 000 équivalents logements et les besoins de 3 industriels locaux, Yara, Chevron Runit et Safran Nacelle. Nous récupérons la chaleur produite par la combustion des déchets pour transformer de l'eau en vapeur dans une chaudière. Nous pouvons donc transporter de l'énergie par cette vapeur. Celle-ci est distribuée directement chez les industriels ou sert à chauffer de l'eau pour le réseau de chauffage urbain, détaille Anthony Ramoni, directeur France des activités de valorisation énergétique chez Suez. Un groupe qui a, avec ses partenaires, piloté la réalisation de Biosynergie pour un coût de 85 millions d'euros avec une contribution de 20 millions de l'État et 1,5 million de la région. Les vertus de la centrale Biosynergie sont multiples. Ainsi, elle permet de valoriser les déchets en circuit court, de leur collecte à leur transformation en énergie. Issus des centres de tri et de déchetterie de la région, les déchets sont en effet triés, déferraillés et broyés sur la plateforme Trinergie située sur une friche réhabilitée de Rogerville à une dizaine de kilomètres. Des déchets qui, s'ils n'avaient pas été ainsi traités, auraient été pour la plupart enfouis. Par ailleurs, la centrale contribue à la décarbonisation du territoire puisqu'elle permet d'éviter l'émission de 50 000 tonnes de CO2 par an en comparaison avec l'utilisation d'énergie fossile. Enfin, une vingtaine d'emplois ont déjà été créés, chiffre qui se montera à 45 d'ici 2 ans. Basketball Ligue 2 féminine, le STB s'engage avec une joueuse américaine. Le STB féminin a annoncé le recrutement de l'américaine Colby Morgan jusqu'à la fin de la saison. Elle a disputé ses premières minutes ce samedi 23 novembre sur le parquet de la Tronche-Mélan. Alors qu'il était jusqu'à présent le seul club de la division à ne pas compter de joueuses américaines dans ses rangs, suite au départ de Shannon Raming en fin de saison dernière, l'amicale laïque Applemont Saint-Thomas Basket, le Havre, a enfin réparé la chose. Et ce ne sera pas Kyla McMakin, repartie seulement 15 jours après son arrivée cet été, mais bien Colby Morgan qui occupera ce rôle.
Originaire de la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Colby Morgan, 28 ans, 1m75, vient apporter son expérience à un groupe qui en manquait cruellement. Capable d'évoluer au poste 1 et 2, l'ex-joueuse de l'Ujbida BEAC Budapest, également passée par la Grèce, la Suisse et la Turquie, possède une grosse technique de balle ainsi qu'une capacité d'adaptation à toute épreuve. À l'aise dans différents styles de jeu, dotée d'une belle expérience et déjà rompue aux joutes européennes, l'américaine qui tournait à 14,4 points, 4,4 rebonds et 2,9 passes décisives en moyenne par match la saison passée, a tout pour devenir un élément important de l'équipe dirigée par Laurent Chamu, qui vit pour le moment un début de saison assez compliqué. Au Havre, ce matin, le temps sera principalement clair, avec un ciel dégagé ou partiellement nuageux selon les heures. Les températures seront autour de 8 à 10 degrés, ressenties plus basses à cause d'un vent modéré de 20 à 30 km venant du sud-ouest. Pas de précipitations prévues. Cet après-midi, le temps restera assez ensoleillé, malgré quelques passages nuageux. La température atteindra environ 10 degrés. Le vent pourrait atteindre une vitesse de 30 km/h, mais il n'y a pas de risque de pluie. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer maintenant, ce matin, la pleine mer a eu lieu à 6h18 avec un coefficient de marée modéré de 40. La basse mer surviendra à 12h43. Ces conditions indiquent une amplitude des marées relativement faible, typique des marées de Morteau. Dans l'après-midi, une nouvelle pleine mer est attendue à 18h48 avec un coefficient similaire de 41. Il n'y aura pas de seconde basse mer importante enregistrée pour cette journée. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Direction l'Australie et l'Italie maintenant avec ces deux nouveautés pop et rock, Catch Me on a Break de Pipe High et Vices de Westphalia. Belle écoute et bon réveil sur West Track, il est 7h12.
killers. I'm a turtle. I'm a killers. I'm a turtle. I'm a killers. I'm a turtle. I'm a killers. I'm a turtle. Westphalia à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h20. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, quand on regarde la carte ce matin, eh bien, sur Le Havre, ça roule plutôt bien. Voilà, quand on regarde les axes principaux, quai Colbert, boulevard Winston Churchill, boulevard de Leningrad, mais aussi la rue de Verdun, la rue Aristide Briand, ça roule bien ce matin. Pareil, quand on est plutôt dans la ville haute, donc Forêt de Montjon, Fontaine-la-Mallée, etc. Ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a un petit ralentissement sur la rue du Bois au Coq. Au niveau de Sainte-Adresse, pareil, ça roule bien. Octeville, c'est pareil. Ensuite, quand on regarde plutôt sur la départementale 6015, donc de Harfleur qui va vers Harfleur, puis ensuite qui va vers Ganneville. Attention, il y a une route qui est fermée au niveau de Gonfreville-Lorcher. Et puis, il y a aussi un ralentissement au niveau de la rue de la Libération à Ganneville. Puis sinon, quand on prend plutôt la départementale 6382 qui va vers l'aéroport, même s'il y a un peu de monde ce matin, ça roule bien. Puis la départementale 489, celle qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, puis Montivier, puis ensuite qui remonte vers Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher, Hermeville, Saint-Sauveur-des-Malvilles, ça roule bien ce matin. Attention tout de même, petit ralentissement avant Goderville. Quand on regarde maintenant plutôt du côté du pont de Normandie, eh bien, comme d'habitude, il y a un peu de monde ce matin sur le pont, mais ça roule bien à l'arrivée comme au départ, dans les deux sens. Voilà, même à la jonction de la 29 et de la 131 au niveau de Rogerville, ça roule bien. Quand on regarde de l'autre côté, donc au niveau du pont de Tancarville, pareil, un peu de monde forcément, mais ça reste fluide ce matin sur l'ensemble du territoire. Faites tout de même attention, si vous remarquez quoi que ce soit, n'hésitez pas à lever le pied. Allez, je donne désormais le micro à Camille. Aujourd'hui, on découvre Camille El Araki et son roman graphique Regarde d'ici et d'ailleurs. Après 15 ans d'efforts pour apprendre l'arabe paternel, Camille El Araki réalise que son blocage est psychologique. Sur les conseils d'une professionnelle, elle médite sur sa double culture et décide d'interroger des Français d'origines diverses pour recueillir leurs témoignages. Dans Regarde d'ici et d'ailleurs, elle partage les portraits de Sarah, Monk, Frédéric, Safia, Ezat, Marie-Ange, Gary et Fawaz, qui racontent leur parcours personnel lié à l'histoire contemporaine de la France. Vous allez pouvoir retrouver cette BD du 16 au 30 novembre à la petite librairie en expo à partir de 12 ans. Mais avant ça, partons à la découverte de Camille El Araki. Alors, je vais commencer avec une petite question. Donc, moi, j'ai fait des petites recherches, évidemment, et je voulais savoir si elles étaient exactes, parce que je pense que c'est votre premier roman graphique, et si c'est le cas, pourquoi, en fait, vous avez choisi de faire un premier roman graphique sur ce thème? C'est vrai que d'habitude, je fais du roman, mais là, c'est aussi mon premier roman non fictionnel. Donc, c'est vraiment un recueil de portraits, et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un monde spécifique à chaque histoire.
Donc il y a 9 histoires et je trouvais ça cohérent de donner aussi un imaginaire graphique à chacun de ces portraits. Surtout que l'idée c'était qu'il y ait une illustratrice ou un illustrateur par portrait qui ait carte blanche pour faire pour donner une image à l'histoire qui est spécifique. Le ton aussi est spécifique à chaque portrait, donc je trouvais que c'était cohérent de donner un imaginaire graphique aussi. J'avais vu qu'il y avait plusieurs artistes du coup qui mêlaient un peu toute cette histoire, donc c'est vraiment pour distinguer un peu chaque histoire, leur donner une identité propre, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais, exactement. Et je me demandais, du coup, vous avez rencontré plusieurs personnes, que ce soit des personnes comme Sarah, Mong, Safia. Toutes ces personnes, comment vous avez établi le contact avec elles et comment vous avez initié un peu l'échange? Comment ça s'est passé en fait? Comment je les ai rencontrées d'abord? Tout à fait, et comment vous avez inscrit un peu un échange pour découvrir leur vie, tout le processus un peu avec eux. Alors, j'ai fait ça sur le temps d'un été. Et en fait, j'ai commencé par mon père, donc pour moi parce que c'était une quête identitaire à la base. Par le biais de mon père et de ma mère qui étaient au courant de mon projet, j'ai pu rencontrer des connaissances à eux que eux-mêmes, ils voyaient qu'il y avait une double culture chez telle ou telle personne qui pouvait être intéressante. Et par le biais de ces premières personnes, donc par exemple de Safia, qui est une amie de mon père, ou de Mong, qui est un petit peu le frère adoptif de ma mère, ces personnes-là aussi m'ont dit « Ah, je connais telle personne qui pourrait être intéressée pour parler de son histoire, etc. » Donc en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, et puis étant donné que j'en parlais pas mal pendant cet été-là, les personnes avec qui je parlais simplement se faisaient passer le mot et puis revenaient vers moi. Donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer une quinzaine de personnes cet été-là. Ensuite, pour établir le contact, en général, ça passait par bouche à oreille. Ou sinon, j'allais directement les contacter. Je pense par exemple à Frédéric, que j'ai rencontré au Salon du Livre de Paris, qui était derrière son stand de littérature polonaise. Et je suis simplement allée le voir pour lui demander s'il était d'accord de me raconter son histoire. Pour les faire parler, entre guillemets, de eux, de leur histoire et de leur parcours. Étant donné que j'expliquais le projet et mon concept avant même de les rencontrer, il y a pas mal de portraitisés quand je les ai rencontrés. Elles avaient déjà des documents à me montrer, elles avaient déjà en tête ce qu'elles voulaient me dire, en général. Sinon, par exemple, il y en a d'autres qui étaient plus discrets, et je devais leur poser des questions un peu plus poussées, mais en général, ça déroulait tout seul. Ouais, je me doute. Et j'avais cru comprendre que du coup, ça venait un peu de vous, votre recherche un peu d'identité, une forme comme ceci. Ouais. Pourquoi du coup, vous avez choisi de parler des autres plutôt que de vous-même et de votre histoire dans ce livre? Alors, parce qu'en fait, moi, ma quête identitaire, elle partait du fait que je suis franco-marocaine. Mon père m'a pas appris l'arabe et je me sentais vraiment comme la française de la famille à chaque fois que j'allais au Maroc. Et je me sentais beaucoup plus française que marocaine, et ça a été un petit peu quelque chose d'amputé en moi. Et la confrontation avec les autres, c'était aussi une manière pour moi de voir comment d'autres personnes arriver à composer plus ou moins facilement avec leur double culture et leur double identité. Et je me suis rendu compte au contact de ces personnes qu'en fait, c'est une question beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine des fois vu de l'extérieur. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent que c'est une richesse, et c'est vrai. On a un regard qui est un petit peu justement qui vient d'ailleurs et qui est ancré en France, mais en même temps, c'est vrai que c'est dur de se faire complètement accepter et intégrer dans les multiples cultures d'où l'on vient. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, en fait, que je n'étais pas du tout la seule à vivre cette problématique-là. Et du coup, j'imagine que cette œuvre, elle a peut-être eu un effet cathartique pour vous. Est-ce que ça vous a aidé du coup à surmonter ce blocage? Comment ça s'est passé à la suite? Alors à la suite, j'ai pas appris l'arabe. Je me suis rendu compte qu'en fait, vraiment, le blocage était psychologique au niveau de la langue, et j'ai simplement accepté.
Et c'est vrai que c'était cathartique dans le sens où chaque personne que j'ai rencontrée m'a fait comprendre que c'était pas forcément grave, que c'était quelque chose à accepter, cette double culture. C'est vrai qu'il y en a dans ce livre-là qui ont très très bien réussi à composer avec leur double culture. Par exemple, Frédéric, franco-polonais, il a repris des études de littérature polonaise à 55 ans, dans l'idée justement de vraiment honorer ses origines polonaises, même du point de vue de la littérature. Et ce qui était aussi important pour moi par la suite, c'est le retour des lecteurs. Parce que en salon du livre, par exemple, il y a des lecteurs qui viennent me voir et qui me racontent qu'ils se sont reconnus dans tel ou tel portrait, parce que eux aussi, ils n'ont pas réussi à apprendre la langue, eux aussi, ils se sentent un petit peu déchirés. Des fois, on leur demande de choisir d'être, par exemple, je prends Maroc, mais on nous demande soit d'être marocain, soit d'être français, ou tu es quoi de plus française, plus marocaine, etc. Et on est un peu diminué par ça. Mais je me suis rendu compte avec le retour des lecteurs qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont dans ce cas-là, et ça fait du bien en fait de ne pas se sentir seule. Voilà. J'ai vu du 16 au 30 novembre à la Petite Librairie, il y a une exposition. Du coup, vous exposez cette BD. Quel est l'objectif un peu de cette exposition? Comment ça va se passer là-bas? Alors là-bas, ça va être une rencontre littéraire. Donc, il va y avoir une présentation de ce roman graphique et puis des questions-réponses. Et l'idée de l'exposition, donc on a déjà fait une à Lyon avant, c'est vraiment de montrer les univers graphiques différents des 7 illustratrices qui ont travaillé sur ce projet. Puisque, comme je l'ai dit, elles avaient carte blanche et elles ont choisi leur portrait. Donc, il y a vraiment une sensibilité propre à chacune. C'est vraiment constitutif aussi de ce roman graphique. Et c'est pour ça que l'exposition fait sens, je pense, pour expliquer le concept et puis pour avoir déjà un pied dans chaque histoire. Dans tous les petits univers de cette BD, du coup. C'est ça, exactement. J'avais vu d'ailleurs que vous aviez lancé une campagne de financement. Pourquoi et comment s'est-elle déroulée? Du coup, je crois que c'était un peu pour pouvoir commercialiser votre BD. Donc, la maison d'édition Édifice du Havre, en fait, son concept, c'est de travailler au financement participatif pour prévendre les BD avant qu'elles soient publiées. L'idée en fait d'Édifice, c'est d'éviter la destruction du livre, parce qu'en général une maison d'édition classique, elle va faire 500 tirages et ensuite les invendus sont détruits. L'idée d'Édifice, c'est de faire 250 tirages s'il y a déjà des commandes, et ensuite de faire 250 tirages en plus pour les librairies et les salons. Et ça permet aussi de mieux rémunérer les auteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une campagne de financement participatif. Ça a duré 4 mois et c'était très très intense. Je me doute, un petit peu de stress. Parce que 250 exemplaires, ça paraît pas grand-chose quand on le dit, mais quand on doit trouver 250 contributeurs qui sont prêts à soutenir un projet et à acheter une BD alors que la BD n'existe pas encore, c'est assez intéressant comme travail. Parce qu'il faut apprendre vraiment le contenu de sa BD par cœur, présenter sa BD justement avec des images, donc d'où l'exposition qui avait eu lieu à Lyon, parce que c'était pendant la campagne. La BD n'existait pas, mais il y avait des images. C'était 4 mois très 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 intenses. Mais c'était aussi très intéressant. Est-ce qu'il y a des prochaines dates importantes, des prochains projets? Comment ça se passe un peu le futur pour vous, Camille? Pour ce roman graphique-là? Pour ce roman graphique ou d'autres, comme vous voulez. Il y aura aussi une rencontre par rapport à Regard d'ici et d'ailleurs le 6 décembre à Lyon, dans une librairie aussi qui s'appelle La Tanière. Et dans un ciné-café à Lyon aussi, en avril. Sinon, j'ai eu quelque chose d'assez incroyable dernièrement, c'est que j'ai eu un autre roman qui est sorti le même mois que Regard d'ici et d'ailleurs. Donc, je pense que ça m'arrivera plus jamais dans ma carrière, parce que ça, c'est vraiment exceptionnel que ça arrive. Donc ça, c'est un roman qui s'appelle 38 Market Platz, et ce roman est lancé à Paris
le 29 novembre dans une librairie qui s'appelle L'Arbre à Lettres. Ok, super. Voilà. Eh ben, merci. En tout cas, j'invite tous les auditeurs qui vont écouter cet échange à aller à la petite librairie au Havre. Du 16, ça a déjà commencé, mais jusqu'au 30 novembre pour découvrir du coup votre BD. Merci beaucoup en tout cas Camille pour cet échange. Merci beaucoup à vous. I saw you standing there. I knew you were the one. And when you told me you don't belong, I felt that in my bones. Something in the way you move has got me so confused. And when you told me you were an alien, I knew it was you. You're not from this world.
On vient d'entendre le titre Fancy Cars de Brian's Magic Tears, une nouveauté rock dans la playlist de Westrack Radio. Il est 7h40, bon début de journée à tous. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. L'automne signe le retour des feuilles mortes, de la baisse des températures et des coups de froid. Ces changements saisonniers sont autant d'occasions d'adopter de nouvelles habitudes et des éco-gestes profitables à la planète. Bien que les actions individuelles ne puissent à elles seules résoudre les crises climatiques et énergétiques, elles contribuent à la solution. De plus, ces gestes ont souvent un impact positif sur notre bien-être, notre qualité de vie et nos finances. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui dans cette chronique éco-gestes du mardi. Déjà, s'occuper de son jardin en automne, les feuilles mortes sont des ressources quasiment inépuisables. Plutôt que de les jeter dans les déchets verts, utilisez-les pour enrichir votre compost. Riches en matière organique, elles sont parfaites pour créer un fertilisant naturel et efficace. Attention néanmoins, car certaines feuilles sont à éviter. C'est le cas des feuilles d'arbres fruitiers, des marronniers, des noyers ou des rosiers qui pourraient être porteuses de maladies ou toxiques pour les végétaux. Elles sont facilement reconnaissables car elles ont généralement des taches. Vous pouvez également laisser quelques feuilles au sol. Les petits animaux et insectes qui peuplent votre jardin se feront une joie de s'en servir pour constituer des refuges résistants à l'hiver. Généralement pluvieuse, l'automne est une saison idéale pour installer un récupérateur d'eau. Grâce à cette démarche économique et écologique, vous pourrez arroser vos plantes ou réutiliser l'eau à des fins ménagères par exemple. Bien évidemment, il faut aussi manger des légumes de saison. Adapter son alimentation à la saison est un éco-geste valable tout au long de l'année. Respecter la saisonnalité dans son alimentation, c'est un moyen de s'engager contre des techniques agricoles productivistes nocives pour l'environnement, telles que les cultures sous serre chauffée ou d'éviter des émissions de transport liées à des importations depuis l'autre bout du monde. Si vous vous tournez vers des fruits et des légumes locaux, c'est également l'occasion de soutenir les agriculteurs et agricultrices proches de chez vous. Pour aller plus loin, préférez les fruits et légumes bio et ou circuits courts. Vous pouvez vous en approvisionner auprès des magasins bio, des primeurs ou des marchés locaux, mais aussi des AMAP, réseaux mettant en relation producteurs locaux et consommateurs. Et enfin, même si ça peut paraître peu ragoûtant premiers abords, passez aux mouchoirs lavables. Avec l'automne reviennent également les rhumes et autres petits coups de froid saisonniers. Rien qu'en France, plus de 20 milliards de mouchoirs jetables sont utilisés chaque année, soit plus de 300 par personne. Or, leur fabrication n'est pas franchement durable, en partie car elle nécessite de la pâte à bois, ce qui entraîne la destruction de milliers d'hectares de forêt. À titre d'exemple, Greenpeace, dans une étude parue en 2017, a épinglé le groupe Essity, un des principaux fabricants de papier destiné à l'hygiène, détenteur de marques telles que Lotus, Tena ou Tempo, pour la destruction de 23 000 hectares de forêts boréales dites à haute valeur écologique. De surcroît, les mouchoirs jetables usagés sont des déchets infectieux, ce qui les rend impropres au recyclage. Pour se soigner de manière plus durable, les mouchoirs lavables semblent être une bonne alternative. Un peu plus chers à l'achat, certes, ils sont lavables à l'infini, ce qui permet d'amortir leur coût. Ils sont également plus doux et absorbants que les mouchoirs jetables, même si la production individuelle d'un mouchoir en tissu a une empreinte carbone plus élevée que celle des mouchoirs jetables, leur réutilisation fréquente permet de réduire cette empreinte. De plus, il est possible de trouver des marques de mouchoirs en tissu éthiques, d'acheter des mouchoirs de seconde main ou de les confectionner soi-même avec du tissu que vous possédez déjà. Certains et certaines hésitent encore à adopter cette pratique par crainte d'un manque d'hygiène. Cependant, utilisés de manière appropriée, les mouchoirs lavables sont tout aussi propres que les jetables. Il suffit d'en avoir une réserve suffisante pour les changer régulièrement et de les laver à 60 degrés avec vos serviettes ou vos draps par exemple. Toutefois, si vous avez des problèmes de défense immunitaire importants, il est préférable de continuer à utiliser des mouchoirs à usage unique et de les jeter immédiatement après utilisation. On va faire dans quelques minutes un rappel des actualités locales, mais avant, on écoute Wither de Fat Doc. Bon réveil sur Westrack, il est 7h45. The whole team
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, le HAC, le réseau LIA, organise une collecte de jouets au profit de Secours Populaire. Du 25 novembre au 8 décembre, le HAC s'associe au réseau de transport en commun LIA pour collecter des jouets neufs et d'occasion. L'objectif, remplir un bus à destination du Secours Populaire qui redistribuera les cadeaux aux enfants qu'elle accompagne. Le Muséum d'Histoire Naturelle propose une conférence gratuite lundi 2 décembre au Conservatoire. La toute dernière conférence qui était les enfants du Paléolithique du Muséum d'Histoire Naturelle du Havre pour l'année 2024 va porter sur un thème peu évoqué en archéologie, l'enfance. Pedro Lima a retrouvé la trace de ces enfants de l'âge de glace, longtemps oubliés de la science en préhistoire. On chemine à leur côté entre moins 40 000 et moins 12 000 ans de Chauvet à Lascaux et de campements en halte de chasse. À Montivilliers, une exposition et une soirée spectacle contre les violences faites aux femmes. En parallèle de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, la ville de Montivilliers organise plusieurs événements de prévention, de sensibilisation, violentomètre dans les boulangeries, exposition visible jusqu'à la fin de la semaine et une soirée spectacle débat au cinéma Les Arts, vendredi à 20h. Près du Havre, Biosynergie, centrale pionnière d'énergie renouvelable et de récupération. C'est une centrale énergétique pionnière qui a été inaugurée vendredi 22 novembre à Gonfreville-Lorcher. Via la récupération et la combustion de déchets, Biosynergie produit une énergie renouvelable qui alimentera notamment le réseau de chaleur urbain du Havre Sud. Basketball, Ligue 2 féminine, le STB engage une joueuse américaine. Le STB féminin a annoncé le recrutement de l'américaine Colby Morgan jusqu'à la fin de la saison. Elle a disputé ses premières minutes ce samedi 23 novembre sur le parquet de la Tronche-Mélan. Ce matin, le temps sera majoritairement clair avec un ciel dégagé ou parsemé de quelques nuages selon les moments. Les températures oscilleront entre 8 et 10 degrés, mais le ressenti sera légèrement plus frais en raison d'un vent modéré soufflant du sud-ouest et une vitesse de 20 à 30 km/h. Aucune précipitation n'est attendue. Dans l'après-midi, le soleil prédominera malgré la présence occasionnelle des nuages. La température atteindra environ 10 degrés. Le vent pourrait se renforcer légèrement avec des pointes jusqu'à 30 km/h. Cependant, le risque de pluie reste nul. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour aujourd'hui. Pour les marées, la pleine mer de ce matin s'est produite à 6h18 avec un coefficient modéré de 40. La basse mer est prévue ensuite à midi 43, marquant une faible amplitude caractéristique des marées de morte eau. Cet après-midi, la prochaine pleine mer surviendra à 18h48 avec un coefficient de 41. Aucune basse mer notable n'est prévue plus tard dans la journée. Allez, on continue de se faire plaisir aux oreilles avec de la bonne musique sur Westrack. Tout de suite, Tempers avec le titre Day of Conquest. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie de ce soir. Bonne écoute sur Westrack, il est 7h53. See, I'm the present is holding in the
Temples à l'instant sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir au Havre? On va regarder ça tout de suite. Permanence LGBTI par la Poudrière, ce soir de 18h à 20h. C'est ouvert à tous, bien évidemment, et elles vous accueilleront au Paul Simone Veil, 22 rue Michelet. Les permanences permettent un premier contact avec les membres de l'association La Poudrière afin d'échanger, partager des ressources, orienter les personnes dans le besoin, créer et tisser du lien. Vous pouvez aussi vous rendre à la maison de l'étudiant pour la représentation de la pièce Cicatricielle avec la compagnie Le Chafouin. C'est une création de Sarita Vincent Guillot, mise en scène par Yann Dacosta. Sarita Vincent Guillot découvre à 36 ans qu'il existe un mot pour tout comprendre, intersexe, un mot qu'on a cessé de lui cacher, et elle était juste différent parce que ni complètement masculin, ni complètement féminin. 3 à 3,5% de la population serait intersexe, c'est-à-dire que leurs organes génitaux ne correspondent pas aux stéréotypes de genre. À travers son histoire, Sarita Vincent Guillot raconte les maltraitances médicales, le secret familial, le déni sociétal, la non-reconnaissance juridique qui brutalise au quotidien cette minorité méconnue et rendue invisible. C'est avec Vincent Belay et Anne-Laure Labaste, c'est à la Maison de l'Étudiant. Je rappelle donc que cette pièce de théâtre, l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Ça dure environ 1h30 et ce sera suivi ensuite d'un échange. Il est 7h58 sur Westrack, il nous reste donc environ moins de 2 minutes ensemble. Alors avant de conclure cette matinale, on écoute Beyond the Speaker du groupe Clermontois, Garcia Faune, une découverte musicale Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Suns don't fall anymore in their bright place. They don't come out anymore from that inner space. Tired head and heart, struggling to find ways to build a heaven on our misery, to build a heaven on our misery. Songs don't speak anymore beyond the speaker. They echo not much more than ego tricks. Fire up in desire, merchants of rounds. Out to build a heaven in our misery. They're out to build a heaven in our misery. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est terminé. Nous, on ne se dit pas au revoir tout de suite car on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Les programmes de Westrack continuent, bien évidemment, avec les journaux des infos locales et internationales dans très peu de temps. Et puis aussi, Camille sera avec vous jusqu'à midi. En tout cas, le Réveil à l'Ouest, ça revient demain matin de 7h à 8h pour toujours plus d'infos locales, de chroniques et de bonne musique. Je vous souhaite à tous une belle matinée et on se dit à tout à l'heure. Songs don't fall anymore